Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et oh, ce format où je rage sur des japonais, vous l'appréciez et je l'apprécie tout autant. Mais, je vous avoue, sur la dernière vidéo du genre, en fait, j'ai eu un commentaire qui disait ça. Mais attends, dans cette histoire, c'est pas des japonais qui m'ont cassé les, mais plutôt Louis qui a cassé les des japonais. Et je dois dire que ce commentaire avait totalement raison. La majeure partie du temps, dans ces histoires où je rage envers des japonais, il y a moi qui suis pas content, mais généralement, eux aussi, ils passent pas un agréable moment. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, ce que les japonais détestent chez moi, et peut-être aussi chez vous. Et justement, tout le contraire de ce que détestent en ce moment les japonais, c'est le manga Kaiju numéro 8. Ah, je suis ambassadeur sur ce manga en France avec Kazé, ça fait plaisir. Vous n'imaginez franchement pas à quel point je transpire la passion sur ce manga. En plus ça, je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo qui a été supprimée, mais bref. Kaiju numéro 8, c'est l'histoire d'un trentenaire qui vit dans une société où des monstres géants attaquent. Et son taf, c'est de combattre ces kaiju au péril de sa... Pas du tout. En vérité, son vrai taf, c'est de nettoyer les restes de kaiju morts. Il a perdu ses ambitions, mais il va les retrouver le jour où il va se transformer lui-même en kaiju. Il décide de se reprendre en main pour aller intégrer les forces de défense qui combattent les kaiju. Parce qu'après tout, seul un kaiju peut battre un autre kaiju. Pour ce qui est du manga, c'est un shonen, tu connais la recette et pourtant c'est tellement bon, je veux dire, c'est trop bien. Pour tout vous dire, c'est mon manga favori du moment et je l'avais commencé même au bout de quelques chapitres seulement au Japon. Donc vraiment, je suis le truc à fond. Ça vous tient en haleine ce truc, vraiment, je suis complètement à fond dessus. Et pour ceux qui l'ont déjà pris, je suis assez content parce que vous avez trouvé les références entre le manga et le court-métrage que j'ai réalisé. Et oui, il y a un court-métrage. Franchement, on s'est tétra-buté pour le sortir, ce serait dommage de ne pas en profiter. De ne pas profiter bien sûr de ce formidable jeu d'acteurs, voilà. Pour en venir au manga, vraiment j'adore parce que même au Japon, au début, les éditeurs, ils étaient pas très chaud et puis le truc a complètement explosé. Même en France, c'est littéralement le meilleur lancement manga pour un tome 1 ever, donc ça sent la hype hein, si tu veux. Vous avez un lien dans la description pour vous le procurer, mais il est aussi disponible dans toutes les librairies, vous connaissez. On peut maintenant passer à ce que les japonais détestent sur moi. Certains japonais me détestent, écoutez, c'est un fait, voilà. Parfois ça peut juste être le fait d'être hafu, donc métis franco-japonais. J'en ai déjà fait une vidéo entière pour expliquer quelle était la position et la place des métis aujourd'hui au Japon. Ça dépend énormément de ton autre origine, par exemple si t'es français c'est oh là là c'est trop stylé, même si à l'époque c'était pas si stylé que ça. Je pense que c'est beaucoup le problème des gens qui sont binationaux et ça, du coup c'est un peu entre deux. Globalement ce qu'il faut comprendre c'est que avant on avait des noms vraiment hardcore type sans mêlée, espèce de sang de bourbe, genre Konketsujin ou quoi pour désigner les personnes comme moi, et peu à peu dans le temps on est passé vraiment d'une haine en fait on va dire à une sorte d'admiration un petit peu malsaine parce qu'il y a énormément de hafu considérés comme étant pour le Japon très beau, voilà, très élégant, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de côté étranger pour avoir cette différence sympathique et suffisamment japonais pour pas trop dépayser les japonais. Mais pour moi je vous avoue que sur le papier je suis japonais sans l'être totalement dans le fond, et je pense que tous les métis du monde doivent bien comprendre ce que je veux dire par là. Qu'importe dans quel pays tu vas, on te verra toujours à travers ton autre origine. Mais dans ce contexte, j'avoue que certaines fois, je me comporte pas réellement non plus comme il faudrait au Japon. Il y a certaines manières d'agir, certaines manières de faire qui sont pas totalement compatibles avec la société japonaise. Ah bah oui, je vais pas le cacher, Je m'énerve trop, enfin j'exprime mon mécontentement. Franchement je vous le dis, je suis pas un mec qui s'énerve facilement comme ça, qui vraiment part au quart de tour, c'est pas trop mon truc. Je dirais même que mon défaut plutôt, c'est d'en prendre un peu trop plein la gueule avant de m'exprimer. Mais j'avoue qu'à certains moments, contre des japonais, ah je m'énerve. C'est pas ce qu'il faut faire tu vois, parce que c'est pas du tout quelque chose qui se fait au Japon. En France ça peut se faire un petit peu de taper du poing sur la table, quelque chose comme ça. Au Japon, clairement pas. Et il y a des moments, je vous avais dit hein, que j'allais prendre une maison dans quelques temps, et forcément je vous en parle plus trop au fait depuis un moment parce que j'ai envie de faire ça sur le côté, de vous montrer ça quand ce sera tout prêt. Mais il m'arrive des histoires pendant... Oh là là, il m'arrive ces histoires pour la maison. Récemment, il m'est arrivé un truc pour avoir un relevé de compte. C'est un fichier comme ça qui te permet de savoir combien tu as d'argent dans ton compte bancaire, tout simplement. J'ai un compte au Japon pour ça. Je veux avoir ce relevé de compte. Et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, en fait, avoir l'accès à ton compte donc de manière électronique, donc du coup sur internet, et il fallait que j'amorce cette liaison. Et pour amorcer cette liaison, on m'a demandé ce qu'on appelle les numéros du carnet de banque. C'est un carnet en fait où tu vas le mettre tout simplement dans la machine, dans un ATM comme ça, et tu vas pouvoir updater tous les mouvements qu'il y a eu sur ton compte. Donc les rentrées d'argent, les sorties d'argent, tu vas tout avoir tout ça, tous les déplacements, tous les mouvements de compte que tu auras. Et il faut savoir que ce carnet de banque est devenu au Japon depuis quelques temps seulement obsolète. C'est-à-dire que le gouvernement japonais a dit non mais écoutez, fonctionner avec un carnet de banque en 2021 au bout d'un moment, non, je veux dire c'est trop. On va faire tout ça électroniquement et cet objet, le carnet de banque, va devenir obsolète. Obsolète, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien, il n'a plus aucune valeur, littéralement, tu peux le détruire et tout, on s'en fout.
Cependant, pour une première connexion sur internet à ton compte, tu as besoin des derniers numéros de ce carnet de banque. Vous allez vous dire que voilà, j'ai pas été malin, je l'ai jeté, je ne l'ai pas jeté. Je n'ai jamais dit ça. Je l'ai conservé. Et oui, je suis bon, parce que forcément, on s'est dit avec ma mère, le Japon il dit ça va être obsolète, tout ça et tout, mais le Japon reste archaïque. D'ailleurs ça c'est un truc que j'ai envie de vous démontrer peut-être dans les prochaines vidéos, c'est que vous pensez que le Japon c'est un peu la modernité, la technologie, tout ça et tout, un peu, mais il y a des côtés, ils sont dans un archaïsme. Et surtout la banque, tout ce qui concerne la banque, mais on dirait qu'on est au 18e siècle. Donc j'avais gardé ce carnet de banque, et donc pour ma première connexion internet à mon compte bancaire, je mets les numéros. Je recommence, peut-être que j'ai mal tapé. Ça ne fonctionne toujours pas. Hey, pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas par internet? Tu appelles. Hi, moi je suis ginko no mondai nan desu kedo, internet de chotto access ga nai n desu yo. Ah, hi. Là, on commence les petites procédures, tout doucement, tout ça. Forcément, qu'est-ce qui se passe quand tu appelles au téléphone? Tu n'es pas au bon service. Ah, ça, France ou Japon, c'est pareil. Hein. Tu appelles le premier truc, tu remplis tous les numéros comme il faut, tu n'es pas au bon service, on vous transfère. Très bien. Très bien. On rentre les numéros et les mecs ils comprennent pas. Ils disent pourquoi ça fonctionne pas, même eux ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. Ils essayent de fouiller dans les dossiers, machin et tout, et ils n'y arrivent pas à trouver. Ce qui se passe du coup c'est qu'ils vont nous transférer à l'agence à laquelle on a ouvert le compte. Au Japon, le lieu physique, l'agence dans laquelle tu as ouvert ton compte, donc on nous transfère téléphoniquement parlant à cette agence. On explique à l'agence notre problème, on explique qu'on veut juste un relevé de compte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle nous dit ah mais je sais pourquoi vous pouvez pas vous connecter, c'est parce que vous avez perdu votre carnet de banque depuis 2016. Alors là, je vous jure, on était tous les deux avec ma mère au téléphone, on a dit pardon, le carnet de banque qui est actuellement dans ma main là, je l'ai perdu? Quoi? La meuf donc nous dit au téléphone qu'en 2016, on a déclaré comme étant ce carnet de banque comme perdu. Et c'est pour ça qu'on peut pas se loguer en mode c'est votre faute, vous l'avez perdu. On l'a pas perdu, il est dans notre main, putain de bordel de merde, qu'est-ce que tu nous racontes, on l'a perdu. Et vraiment là on s'énerve, avec ma mère on s'énerve parce qu'on est en mode attendez, vous nous accusez de quelque chose qui est faux. Et du coup on est en mode dites-nous qui a déclaré comme étant perdu le carnet de banque. En 2016 c'était il y a trop longtemps, du coup on peut pas savoir. Mytho, elle nous a lâché un pur mytho. Moi je pense tout simplement qu'en fait c'est une erreur de l'agence, ils se sont foirés et du coup ils assument pas du tout le fait que ce soit eux qui se soient foirés. Ni ma mère, ni moi on était au Japon à cette période là, c'est juste pas possible. On arrive, on discute comme ça et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir un relevé de compte si et seulement si vous pouvez me fournir les documents de 1997 quand vous avez ouvert le compte avec le sceau que vous avez utilisé en 1997. Le culot. Et puis bien sûr, pas une photocopie ou un PDF, l'original. Ah oui, parce qu'au Japon, encore une fois, ils fonctionnent avec les originaux, les PDF, les photocopies, tout ça. Oh là là, trop moderne, oh là là, ils connaissent pas. Là-bas, il y a encore le fax, hein. Là, je rigole même pas. Là-bas, le fax, c'est encore quelque chose, très utilisé. Est-ce que ça se voit que je suis salé? Non mais franchement, est-ce que ça se voit que je suis salé? Voilà, et donc du coup, on s'est énervé, et c'est pas du tout quelque chose que les Japonais apprécient. Bon, personne n'apprécie qu'on s'énerve. Et au Japon, c'est très choquant, si vous voulez, pour eux, que quelqu'un s'énerve réellement au téléphone. C'est-à-dire, le ton peut monter si tu dis oh, mais qu'on s'énerve. Wow, qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. Ça ne se fait pas. C'est là où je vois un peu les limites et je vois aussi le fait pourquoi ma mère a beau être japonaise, c'est une japonaise qui ne vit pas au Japon depuis plus de 25 ans. Conclusion de l'histoire, ma mère avait les documents de 1997 originaux parce que ma mère est fantastique comme personne. Elle les avait et du coup on les a envoyés avec le sceau comme ça envoyé. Ça a dû faire mais peut-être 60 échanges de mails et on a réussi à avoir le saint relevé de compte. C'est pas un secret, au Japon, les règles, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles, on les applique. C'est super cool, parce que ça permet vraiment une efficacité dans la société, par exemple pour les horaires de train. Mais ce que je reproche un petit peu, c'est que les Japonais ne sachent pas réellement pourquoi ils les appliquent parfois. Et notamment, une des fois où je me suis énervé, c'est quand je suis parti à Okinawa avec Mitsugi. Je vous remets dans le contexte, on part à Okinawa avec Mitsugi, allez voir cette vidéo d'ailleurs, elle est très sympathique. Mais elle est sponsorisée entièrement, c'est une vidéo dédiée pour Lydia. Si vous voulez, c'est une grosse opération commerciale pour moi, et je suis stressé. Du coup, je suis dans cette tension un petit peu. J'avais réservé les billets et on arrive à l'aéroport à l'heure, tout va bien, nickel. Et en fait, pour des raisons pratiques, on n'a pas pris de bagages en soute parce que je voulais vraiment pas qu'on perde de temps une fois arrivé à l'aéroport d'Okinawa. Sauf que vous savez, il y a un poids réglementaire pour les bagages cabine.
avant de passer, si vous voulez, la douane, là où tu dois enlever ta ceinture, tout ça, eh bien, il y a 2 dames qui contrôlent un petit peu les bagages des gens. Et du coup, pas pour contrôler ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour contrôler en fait leur poids. Mon sac, il fait 6,4 kg. Le maximum autorisé, c'était 7 kg. Ça passe. Mitsugi il pèse le sien, on est à 8 kg et quelques. 8 kg et quelques, ce n'est pas 7 kg. Je suis en mode ok. On peut pas faire juste la somme des deux, ça passe, parce que la somme des deux, ça passait à peu près. Non, il faut que les sacs soient 7 kg chacun. Ok, très bien, tu sais, c'est un peu humiliant, tu te mets sur le côté, comme ça on commence à répartir les trucs avec Mitsugi. Je suis déjà stressé dans cette situation, donc du coup, ça me rajoute un stress. On répartit dans les sacs, comme ça, clac, on repèse. Moi, je suis à 7 kg pile, et lui, il est à 7 kg et 500 grammes. Et la meuf qui a pesé celui de Mitsugi, elle est en mode, va te faire foutre. Bref, elle est en mode, non, il faut mettre des trucs en soute. Et moi, je suis en mode, tu veux vraiment me faire chier pour 500 grammes là? Vraiment pour 500 grammes, t'es en train de me prendre la tête là. Le ton commence à monter si vous voulez. Je m'énerve, sachant qu'en plus j'ai des trucs dans les poches et qui sont pas comptabilisés. Je lui dis, est-ce qu'on a le droit de mettre des trucs dans les poches? Non, on n'a pas, vous avez pas le droit, faut pas mettre de trucs dans les poches. Et je lui dis, pourtant j'avais des trucs dans les poches là tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit, ok. J'ai ouvert le sac de Mitsugi, j'ai pris genre les batteries externes, tout dans mes poches. En plus j'avais un short, tu vois. Du coup mon pantalon il baissait de... J'ai tout mis dans mes poches. J'ai pris le sac de Mitsugi, je l'ai reposé, je dis ok, ça fait combien là? Ah, ça fait 7 kilos. Du coup, on peut y aller? Oui. J'ai les équivalents de 2 kilos dans mes poches, là, ça n'a aucun sens. Avant que vous râliez dans les commentaires, je sais que ce que j'ai fait c'est pas bien. Ils ont des règles et ils doivent juste les appliquer. Les pauvres, c'est pas de leur faute. Et je sais que si tout le monde faisait comme moi et tout le monde dépassait de 500 grammes, ce serait peut-être problématique pour la compagnie. Ok, le seul truc que je reproche, c'est que il y a même pas un peu de flexibilité à ce niveau-là. Au Japon, tu vas vraiment littéralement t'adresser à un robot qui va te dire non, c'est pas possible. Et une fois que tu vas passer le truc, même en étant débile et en foutant tout dans tes poches, oui, allez-y. J'ai du mal avec ce genre de comportement. Surtout que les règles, c'est les règles au Japon. J'avoue, malheureusement, c'est pas toujours très vrai. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est un peu à leur sauce. Les règles, c'est les règles à l'étendue de ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire que typiquement, les restaurants sont ouverts jusqu'à 20h, ça m'est déjà arrivé d'être refusé à 19h50. Donc du coup, t'es en mode, attendez, votre super rigueur là, les règles c'est les règles jusqu'à 20h, là d'un coup, quand ça vous arrange pas, là on les respecte pas. Autre exemple, l'autoroute c'est limité à 80, mais attendez, tout le monde roule à 110 là. Oui, mais si tout le monde roule à 110, on a le droit de rouler à 110. Oui, mais si je suis tout seul et je roule à 110, ah bah non, là t'as pas le droit. Et les Japonais, en fait, c'est pas qu'ils respectent toutes les règles, ils savent quelles règles il faut respecter et sur quelles règles, c'est bon, ça, on peut trichouiller un petit peu. Du coup, ces exceptions, en fait, me font naître énormément de frustration chez moi pour me dire, attendez, soit on choisit, vous respectez les règles, carré, nickel, rigueur, tout ça, soit on est d'accord pour dire, vous êtes un petit peu flexible, mais on fait pas les deux en même temps. Et je pense que c'est un truc qui peut vraiment frustrer les Français parce qu'on a l'habitude d'avoir un truc un peu plus flexible, on voit le problème dans son ensemble, on essaie de voir la situation dans son ensemble et on juge l'ensemble de la situation pour trouver la meilleure solution. Là où au Japon, vous avez compris. Chose que je fais que les Japonais n'aiment pas. Là, j'ai fait une petite liste des choses que je fais dans la vie courante au Japon qui ne plaisent pas aux Japonais et c'est des trucs où j'ai vachement de mal à me corriger. Et il y a un truc tout bête, hein. Il y a un truc tout bête, c'est ça. Se tenir comme ça dans le métro. Tous les Japonais, ils se tiennent droit en fait, ou penchés, mais ils mettent jamais les coudes sur leurs genoux. Et je sais que ça, c'est un truc qui peut être désagréable pour les Japonais, donc du coup, j'essaye d'éviter de le faire. J'en ai conscience, encore une fois, c'est un truc, j'en ai conscience, j'essaie de faire des efforts. Autre chose, je ne suis pas fataliste. Il y a un mot qu'on appelle en japonais damemoto. Ils font quelque chose, mais en se disant que de toute façon, ça va rater. Et c'est très frustrant, je suis en mode non, mais faut y croire, les gars, arrêtez, tu vois. Et ils me répondent Shoganai. Ça, je crois, c'est là où je sens le plus, genre ma rage remonter. Shoganai, c'est l'équivalent de c'est la vie. C'est un truc qui m'insupporte. J'ai horreur de cette phrase. Je suis en mode, mais non, pas Shoganai. Si tu pars en tout en principe dans c'est la vie, c'est comme ça, voilà, on peut rien y faire, mais arrête de vivre. Ah, j'ai envie de les secouer parfois quand ils me lâchent des Shoganai. Ah, ça me frustre, je vous jure, ça me frustre à certains moments. Autre chose que je fais qui peuvent incommoder les Japonais, et ça je le comprends beaucoup plus, c'est la caméra YouTube. Ah, la caméra YouTube, c'est un souci parfois même avec Tev. Forcément, dans ma profession, je suis obligé de trimballer des caméras un peu partout à certains moments et de me filmer dans la rue au Japon, et notamment dans les restos avec Tev. Et récemment, il y a un shop de ramen qui a établi une nouvelle règle dans son restaurant qui dit interdit aux youtubeurs. Et dans le fond, je vais vous le dire, je les comprends.
Je les comprends, même si je suis en mode, ça me fait chier. Tu vois, forcément, je vais pas vous le cacher, hein, forcément ça me fait chier. Mais ça existe de plus en plus, à mon avis, des restaurants qui vont être en mode interdit aux youtubeurs parce que ça incommode les clients. Il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter et bien sûr, il y a énormément de gens qui sont d'accord et qui approuvent ça en disant, oui, moi j'ai déjà été dérangé qu'un youtubeur mange à côté de moi, même quelqu'un téléphone à côté de moi. Toutes les personnes qui appellent des gens pendant qu'ils mangent ou quoi et qui dérangent les autres clients. Je me rends compte que c'est beaucoup quelque chose qui s'applique à Tokyo, où je vois que les interactions sociales, on les lisse, on les minimise, on les quadrille de plus en plus, alors que dès que tu vas un peu plus à la campagne, ou même pas forcément totalement à la campagne, hein, dans d'autres grandes villes japonaises, tu n'as pas du tout cet effet-là. Combien de fois je suis rentré avec ma caméra, genre dans un shop, et ils m'ont dit ah il a ça, machin, ils m'ont dit allez viens rentre et tout, ah, tu fais pourquoi tu fais des vidéos YouTube, putain trop bien. Et les gens j'imagine qu'ils vont me poser la question, mais alors pourquoi vous demandez pas la permission? Pourquoi on demande rarement la permission? Eh bien c'est parce que dans 99% des cas, si on la demande, eh bien on l'aura pas. Au Japon, si tu demandes quelque chose, ça veut dire que c'est comme si c'était une formulation officielle. T'as officiellement le droit de filmer dans cet établissement-là. Du coup, la personne à qui tu t'adresses, eh bien, elle va remonter ça à son supérieur, qui va remonter ça à son supérieur, qui va remonter ça à son supérieur. Le laissez passer à 38. Donc c'est pour ça que demander des autorisations, 99% du temps, bah tu te mangeras un non. Autre chose que les gens que les japonais n'aiment pas chez moi, peut-être le fait que je sois un peu trop fier, un peu trop sûr de moi. Enfin moi, on m'a toujours dit être fier, être confiant, c'est quelque chose de positif, tu vois. Si tu te mets pas toi-même en avant, personne le fera pour toi. Et c'est vrai qu'au Japon, quand on te complimente, la coutume veut que tu refuses ce compliment. Si tu ne le fais pas, genre comme si t'avais une tête comme ça, voilà. Et moi je vous avoue, tu me fais un compliment, moi je suis content. Moi je suis content, moi je le prends, je le réceptionne, je le chéris même. Et donc voilà, tout ça c'est plein de petites raisons qui font que je n'ai pas vraiment d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Japonais en dehors de japonais qui côtoient beaucoup d'étrangers. Alors d'autres exemples aussi que des japonais détestent chez les personnes généralement qui sont françaises, qui personnellement je pense pas que ce soit trop mon cas, les japonais ont horreur des excuses. Imagine t'es en retard et tu dis ah désolé c'est parce que le RER était bloqué, c'est vrai, mais pour les japonais c'est une excuse et du coup ça ne se fait pas, il faut juste assumer le fait que tu sois en retard. Et alors que parfois c'est juste pas ta faute, tu vois, et pareil cette phrase, mais c'est pas ma faute, ils détestent les japonais. Et encore un petit truc, c'est juste une manière de faire qui est différente entre la France et le Japon, c'est qu'en France quand quelqu'un parle, tu ne le coupes pas, tu écoutes, tu hoches de la tête, t'as des expressions faciales, mais tu ne parles pas. Alors qu'au Japon, quand quelqu'un te fait un long discours, eh bien faut ponctuer ça de Hai, Hai, wakarimashita. Faut répondre parce que sinon en fait ça veut dire que tu l'écoutes pas. On m'a fait la réflexion, mais attends, mais tu t'en fous de ce que je dis ou tu m'écoutes pas? Alors que je suis en mode non, mais au contraire, je t'écoute, parle. Une petite différence. Donc voilà, tout ça c'était pour les choses que je connais, que j'essaie de corriger en moi, voilà, pour plus m'habituer à la société japonaise, que j'essaie de travailler. Voilà, c'est des choses que je travaille, tu vois, c'est des choses que les japonais ils aiment pas sur moi mais que je travaille. Mais il y a aussi des choses que je suis obligé d'apprendre sur le tas. Je l'ai déjà raconté, mais s'intégrer dans l'école japonaise quand tu viens que un mois par an, c'est pas évident. Et en plus, quand tu fais pas japonais, c'est encore moins évident. Et donc, quelque chose que je faisais et que j'ai appris à mes dépens, c'est que je faisais ce qu'on appelle le yobiste. Au Japon, en fait, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dois toujours mettre un suffixe honorifique derrière. Donc, ça veut dire, par exemple, tu dis Mathilde-san. Quand tu es un peu plus familier avec la personne, tu dois t'adresser en mode Bruno-kun. Et donc, c'est kun, san, sama, san. Il faut les utiliser. Et tu peux te permettre de ne pas les utiliser, mais vraiment quand tu es très intime avec la personne, quand tu es beaucoup plus proche de la personne. Typiquement Benoît, je vais jamais l'appeler Benoît-san. Akiko, la femme de Thèbes, et bien quand je m'adresse à elle en japonais, et bien je ne peux pas dire Akiko. Tu vois, je dois dire Akiko-san. Et j'avoue, quand j'étais petit, je ne connaissais pas cette règle, ou alors je la connaissais, mais je trouvais réducteur en fait d'appeler entre enfants, d'appeler par exemple Tanaka-kun. Tu vois, j'ai l'impression de le réduire un petit peu, et donc du coup, j'étais en mode Tanaka. Et je faisais du coup ce qu'on appelle le yobiste, et c'est pas bien du tout, donc voilà, sachez-le. Une autre histoire où j'ai appris les choses à mes dépens. L'histoire du bisou. J'étais à Oxford en Angleterre et j'avais quelque chose comme 14 ans. Je faisais ce qu'on appelle des séjours linguistiques là-bas et il y avait toutes sortes de nationalités. Il y avait des Portugais, des Espagnols, des Anglais, des Chinois, des Japonais. Une fois, je me souviens, je me tenais à côté de deux Japonaises. Je les entendais un petit peu bitcher sur tout le monde. Et avant qu'elles disent trop n'importe quoi, je leur ai dit attention, je parle japonais. Donc du coup, elles étaient en mode machin comme ça. Elles étaient très surprises forcément que je parle japonais. Et peu à peu, j'ai sympathisé avec le groupe de japonais qu'il y avait là-bas. Mais c'est comme ça qu'on commençait à traîner ensemble. Il y avait une bonne entente, tu vois. Je m'intégrais bien. Et une fois, on a fait un pique-nique. Un moment, pendant le pique-nique, je fais un truc. D'un coup, l'ambiance change, tu vois. Et je comprends pas. Genre, je dis qu'est-ce que j'ai fait? Que se passe-t-il? Après cet événement, peu à peu, ils ont commencé à plus vouloir trop traîner avec moi, enfin me mettre sur le côté un petit peu. Et j'ai pas compris en fait pourquoi d'un coup je m'étais fait exclure du groupe comme ça. Et je suis allé voir un des japonais avec qui je m'entendais le mieux en fait à l'époque. Et je lui ai dit mec, d'accord que là vous m'avez un petit peu mis de côté, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Et le mec il m'explique, c'est parce que t'as fait un bisou. Quoi? Cette meuf là, et il montre une japonaise du coup du groupe, tu l'as embrassée
indirectement. Attendez, c'est quoi cette histoire? Et il m'explique, pendant le pique-nique en fait, j'ai bu à la bouteille. Moi je pensais que c'était un peu la bouteille pour tout le monde, tu vois, c'était pas la première fois que je faisais un pique-nique. À l'école, au collège, vous avez bien eu cette fameuse bouteille de coca où que tout le monde se partage et personne ne veut la fin du coca parce que c'est littéralement que de la bave. Eh bien, au Japon, pour ces japonais là en tout cas, j'avais bu à la bouteille après la meuf, et ça voulait dire que je lui avais fait un bisou indirect, parce qu'elle a mis ses lèvres sur la bouteille, et moi j'ai mis mes lèvres sur la bouteille après. Et en plus, il y avait une histoire de mec qui voulait la pécho, donc du coup j'avais foutu la merde là-dedans, et j'étais en mode waouh. Et pendant un moment, j'ai cru que vraiment que les japonais avaient un niveau de pudeur, mais là, tu vois. Après, j'ai découvert que c'était pas tant le cas. Je pense que j'étais tombé sur un groupe de coincés, ou alors peut-être c'est quand on était ado, c'est comme ça, et puis ça se débloque après. Parce que les japonais, je vous le dis, ils sont pas coincés, hein, ils sont pas pudiques, hein, après. Hein. Tout après un verre d'alcool, là, tout le monde est sur la table. Hein. Conclusion, ne faites pas comme moi. Surtout sur l'exemple des bagages, vous l'avez compris, j'étais un connard, j'étais de mauvaise humeur, voilà et tout, indéfendable. Et ce que je voulais rajouter voilà en conclusion, c'est pas que les japonais me détestent foncièrement, c'est juste que je fais des choses qu'ils n'apprécient pas. Et parfois, j'avoue, ils ont pas toujours le réflexe de te dire clairement qu'est-ce que tu fais qui leur déplaît. Et tu finis par te faire un peu écarter du groupe sans savoir réellement pourquoi. Ça m'est arrivé quand même 2 fois. J'ai du mal à trouver le juste milieu entre devenir japonais vraiment de manière lisse, avec tous les codes, tout ça, et ne pas dégrader ma personnalité. Parce que forcément, bah, c'est juste pas moi quoi parfois. Et je pense que ça en fait c'est un choix que tous les expats ont eu à un moment donné. Perdre un petit peu de leur trait de caractère pour pouvoir s'intégrer au mieux dans la société japonaise. Après c'est possible aussi que certaines personnes soient complètement japonais dans l'âme. Je pense par exemple Mitsugi, tu vois, il a eu aucun souci à s'intégrer à ce niveau là. Enfin il est très japonais Mitsugi. En revanche il faut pas non plus se braquer complètement et dire non c'est mon comportement et c'est mon caractère, je peux pas changer. C'est quoi l'adage? À Rome fait comme les Romains, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss. Et peut-être à la prochaine dans ma maison au Japon.